Bienvenue les gars sur SaaS Lab. On est pour un épisode spécial programmatique SEO avec un invité qui est, on peut le dire, expert sur le sujet et qui va aussi nous parler de ses différentes expériences parce que c'est un solopreneur, c'est-à-dire qu'il lance des SaaS et en plus il crée du contenu, enfin pas mal de choses, mais je vais le laisser se présenter. Salut Alexandre, comment ça va? Salut Yanis, bah ça va, déjà je te remercie de m'avoir invité, c'est cool pour cette petite conversation et ouais si tu veux je peux me présenter rapidement. Ouais, let's go. Du coup moi c'est Alexandre, j'ai 31 ans, je suis développeur, j'ai une licence en développement, donc spécialisation développement mobile. Depuis toujours, même avant de devenir, même avant de commencer mes études, je faisais toujours un peu de programmation, je travaillais sur plein de projets perso. Donc j'ai toujours eu un peu cet aspect indie hacking, développer ses propres projets, ce genre de choses. Il y a eu des vagues, des hauts et des bas, ça n'a pas toujours été au même niveau, mais j'ai toujours eu cet aspect un peu projet perso, ce genre de choses. J'ai taffé pendant 5 ans dans différentes entreprises en tant que développeur, développeur web et mobile principalement. J'ai Ok. travaillé pour des grosses entreprises à travers des agences. Après, j'ai décidé de devenir freelance en 2018, tout simplement pour gagner plus d'argent, avoir plus de liberté et pouvoir travailler sur mes projets de manière plus poussée. Et je suis devenu, on va dire, full-time indie hacker l'année dernière pour plein de raisons différentes qu'on abordera peut-être. Mais du coup, voilà, je suis à fond là-dedans et j'ai développé des techniques pour optimiser tout ça, notamment le programmatique SEO, qui est un des sujets principaux d'aujourd'hui. Justement, les gens pourront retrouver, toi tu as fait une formation spécialisée sur le programmatique SEO, je mettrai le Mhm. lien juste en dessous. Quand tu parles de indie hacking, parce que tu dis maintenant je suis un indie hacker, est-ce que tu pourrais essayer de définir un petit peu justement c'est quoi le fait d'être un indie hacker? Alors, je pense que le terme a pas mal évolué au fil du temps parce qu'il y a 5, 6 ans, ça voulait peut-être pas forcément dire la même chose qu'aujourd'hui. C'était un peu plus underground. Aujourd'hui, c'est bien plus mainstream. Mais en gros, indie hacker, donc il y a indie, donc indépendant en général, c'est quand tu es 100% solo ou des fois tu t'associes avec quelqu'un, mais c'est un peu l'idée de bootstrap en fait, de pas forcément chercher des fonds ou pas de forcément de monter une startup, c'est vraiment de faire quelque chose en solo ou vraiment en mode underground en fait. Et hacking, je pense que c'est un peu un terme qui a changé avec le temps, mais c'est plutôt voilà l'idée de faire ton projet dans ton coin et essayer de le bootstrapper, essayer de le faire monter pour que ça génère des revenus, alors soit en side, si t'es freelance ou si t'es salarié, mais dans l'idée c'est d'en vivre en fait. Je pense que ça a pas mal évolué parce que maintenant il y a de moins en moins de développeurs, enfin il y a de plus en plus de personnes qui sont pas forcément issues du développement qui font du indie hacking, tout simplement parce qu'il y a plein d'outils no code et d'IA qui permettent de le faire. Et à l'origine, ouais, c'était un peu des développeurs, un peu dans leur garage, un peu le cliché du mec tout seul qui fait des projets, qui essaye d'en vivre à force, quoi. Ouais, ok. Et toi justement, qu'est-ce qui t'a attiré dans ce mode de vie, cette vibe un peu, cette mode du indie hacking? Enfin, la première raison, c'est me séparer de mon du statut de freelancing et de salarié. Alors, c'est pas forcément l'argent parce que je pense que quand tu te lances dans l'indie hacking, c'est pas ce qui doit te driver parce que ça va mettre beaucoup de temps à marcher. Mais c'est plutôt le fait d'être 100% solo et de pas avoir à travailler pour des clients. Parce que tu as forcément des contraintes quand tu travailles pour des clients ou pour une entreprise et tu dois t'y plier dans une certaine mesure, alors au moins quand tu es freelance, mais tu dois t'y plier et c'est quelque chose que j'arrivais de moins en moins à supporter et du coup voilà je me suis dit c'est vraiment le truc qui m'a drivé, c'est d'être 100% solo, d'être responsable de mes échecs mais de mes réussites et de pas avoir à répondre de ce que je fais à quiconque. Ouais, ça c'est un truc qui m'avait marqué parce qu'on s'était appelé une première fois et j'avais vraiment senti ce truc de tu faisais pas ça pour l'argent mais vraiment pour plus le côté liberté, je lance mes projets, etc. Et c'est un truc que j'avais retenu parce que c'est pas forcément la motivation première de la plupart des gens, même s'il y Après a l'argent. Ouais. Après, le truc, c'est que le indie hacking, comme je dis, si tu veux faire de l'argent, enfin, quand tu regardes les chiffres, il y a une énorme majorité des indie hackers qui réussiront enfin, la majorité n'arrivera pas à faire beaucoup d'argent, ça c'est sûr et certain. C'est vraiment une minorité qui arrivera à faire beaucoup d'argent. Et je pense que ça doit pas être un but en soi, parce que sinon tu peux vite te décourager si au bout de 6 mois, un an, même 2 ans, tu vois que tu n'arrives toujours pas à en vivre. Je pense qu'en fait, il vaut mieux viser ce qu'on a, enfin, le minimum pour en vivre sans forcément avoir un mode de vie hyper élevé. Tu vois, par exemple, Peter Levels, pendant plusieurs années, il a vécu en Thaïlande, il prenait des chambres à, je sais pas, $50 le mois, ce genre de choses. Et il a travaillé pendant plusieurs années sans en vivre. Et en fait, je pense que c'est ça le truc. Tu dois accepter d'avoir peut-être un niveau de vie moins élevé, mais d'être 100% libre, plutôt que de viser d'un coup à faire 10K de MRR, mais galérer comme un fou et te décourager au bout de 6 mois parce que tu n'arrives même pas aux 500, quoi.
Bah, c'est hyper intéressant ce que tu dis et on viendra au sujet du programmatique SEO les gars juste après, mais on finit quand même sur ce sujet qui est hyper intéressant parce que moi j'ai vraiment cette philosophie de mélanger les deux, mélanger la partie prestation de service, donc moi c'est une agence mais ça peut être du freelancing aussi, et mélanger la partie création de SaaS parce que prestation de service égale revenu sûr et certain. Alors ça tend à être de plus en plus faux parce que les métiers sont un peu automatisés, il y a de moins en moins de place et les développeurs galèrent à trouver du travail, mais quand même ça a ce truc où ça te ramène un revenu sûr chaque mois qui est relativement élevé, et fusionner ça avec de la création de ses propres SaaS, qui est quand même quelque chose qui a de l'avenir, où le marché va faire que grossir, il va avoir de plus en plus de Mhm. place, mais qui a des revenus moins sûrs, où forcément, c'est pas à ton premier SaaS que tu vas générer des dizaines de milliers d'euros, comme on voudrait nous le faire croire. Et en fait, si tu arrives à fusionner ces deux trucs, tu te fais kiffer parce que tu lances tes propres projets, etc., et tu prends du temps pour ça, et tu t'amuses, et tu vas prendre en compétence, et peu à peu, tu vas réussir à faire de l'argent avec ces projets. Alors, ça va prendre du temps, mais tu vas réussir à en faire. Et fusionner ça avec des revenus sûrs chaque mois. Moi, j'essaie un peu de trouver ce juste milieu et je pense que c'est une belle philosophie aussi. Ouais, alors juste pour terminer, je pense que ça dépend vraiment des gens parce qu'il faut vraiment réussir à découper. Bah, ça dépend de ta charge de travail quand tu travailles pour des clients ou dans une entreprise, ça dépend vraiment de ta charge de travail. Il faut réussir à travailler, je sais pas, 7-8 heures dans la journée pour ton client et le soir continuer à travailler sur tes propres projets au week-end. Et Mmh, c'est pas donné à tout le monde parce qu'il y a des gens qui ont mmh. forcément plus de responsabilités. Donc c'est pas mon cas, mais tu vois, il y a des gens qui ont des familles par exemple, et c'est dur de faire un taf à temps plein et le week-end de travailler sur tes projets. Moi, la solution que j'ai choisie, j'ai beaucoup travaillé en freelance l'année dernière. Comme ça, j'ai accumulé des, des revenus de côté. Enfin, j'ai de l'argent de côté, si tu veux. Ce qui me permet de me lancer quasiment en full time, enfin, complètement en full time, en fait, dessus, sans avoir à stresser. Évidemment, j'ai une certaine pression, mais sans avoir à me dire, vas-y, il faut que je trouve un client la semaine prochaine, sinon ça va être trop compliqué. J'ai fait, entre guillemets, des sacrifices l'année dernière pour économiser de l'argent et pour pouvoir me lancer à 100% cette année. Ouais, c'est un truc que j'ai fait aussi. J'avais fait pareil. Full agence freelancing et pendant 6 mois j'avais tenté de lancer des SaaS et après je suis reparti rechercher un peu d'argent et là Ouais. je suis arrivé sur un truc un peu dans l'entre-deux. Avant qu'on attaque sur la partie programmatique SEO, est-ce que tu pourrais nous lister certains hauts faits ou peut-être les revenus de certains de tes SaaS, certaines choses dont tu es fier et aussi les réseaux sur lesquels on peut te retrouver et après on attaquera sur la partie programmatique SEO. Ouais. Bah, du coup, ce que je suis plus fier, c'est lié à la partie programmatique SEO parce que c'est justement réussir à vivre. Alors, je génère pas des milliers d'euros, mais je génère un peu plus d'un SMIC, on va dire, grâce au programmatique SEO qui me ramène des clients. Donc, c'est grâce à mes produits B2C d'IA, notamment de génération de photos par IA, ce genre de choses. Et en fait, grâce au programmatique SEO, j'arrive à ramener assez de clients sur ces outils pour en vivre. Voilà, c'est celui que je suis le plus fier au niveau des réussites. Et donc, au niveau des réseaux, ouais, je suis sur Twitter et LinkedIn. C'est principalement là qu'on peut me suivre. Tu builds in public, tu fais beaucoup de posts sur ce que tu fais, Ouais. etc. où tu partages vraiment tout. Donc les Sur gars, LinkedIn, je vais essayer de parler un peu plus de mes gros as, ce que je sors pour me focus vraiment sur un truc. Parce que je me disperse vachement et alors ça marche bien, mais au bout d'un moment, c'est mieux de se focus sur un truc quand tu penses tenir le bon bout. Mais je pense sur Twitter, c'est là où je vais plus partager en mode indie hacker et sur LinkedIn en mode plus pro sur un seul gros projet. ok, ça marche. Bah, les gars, les suivent parce qu'ils partagent du contenu. Moi, je regarde de temps en temps et c'est très quali. Bon, on a pas mal parlé de programmatique SEO, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui savent même pas ce que c'est le programmatique SEO, alors que là, on a l'impression que pour l'instant, c'est une méthode miracle. Est-ce que tu peux Hmm. nous parler, nous présenter un peu le programmatique SEO? Ouais, alors je vais donner ma définition parce que je pense qu'il y a plusieurs variantes dans le programmatique SEO. Alors, le but, c'est d'utiliser un template web, on va dire une seule page, plusieurs templates différents d'une page web, et via de la programmation, donc en fait de l'automatisation, créer des dizaines, des centaines, des milliers, voire plus que ça, des milliers de pages en étant basé sur le même template. Donc en fait, on a un template et ce qu'on va changer, c'est simplement des titres, des paragraphes, mais en gardant la même page. Et on va essayer de faire référencer toutes ces pages, ces dizaines, centaines, milliers de pages, pour qu'il y en ait au moins une partie qui rank bien et ramener du trafic. Donc en fait, ce qui est intéressant avec le programmatique SEO, c'est qu'en quelques heures, voire moins que ça, on peut créer potentiellement des milliers de pages. Et il y en a certaines qui peuvent ramener des centaines de visiteurs par jour, éventuellement, c'est ce qu'on espère en tout cas. Mais voilà, c'est ça le but. Et moi, la partie sur laquelle je me suis plus axé, parce qu'on peut faire du programmatique SEO sans faire de code, si c'est un peu contradictoire. Il y a des plugins, par exemple, sur WordPress, ce genre de choses qui permettent d'automatiser ça. Moi, j'ai créé une espèce de technique qui utilise du code, donc c'est que pour les développeurs, pour faire du programmatique SEO simplement via du code. Donc en utilisant des frameworks JS,
en utilisant 100% du code, on crée des dizaines ou des centaines de pages en quelques heures. Et c'est bien plus ciblé, on expliquera sûrement plus après, mais c'est bien plus ciblé que générer des milliers de pages tout simplement. Je préfère une technique un peu plus ciblée et générer 20 pages via du code, mais très ciblé, que des milliers pour essayer qu'il y en ait une ou deux qui réussissent, parce que au fond, je suis pas sûr que Google apprécie qu'on génère des milliers de pages comme ça d'un coup dans un sitemap, plutôt que générer quelques dizaines qui sont vraiment bien plus précises. Ok, donc ta philosophie, même si le programmatique SEO est là pour générer en quantité, ça va quand même être de prioriser la qualité et de préférer 20 bonnes pages à 2000 pages un peu moins bonnes, si je Ouais, comprends bien. c'est ma stratégie et c'est comme ça que par exemple sur un de mes sites, donc c'est celui qui a le plus réussi, hein. C'est très compliqué de reproduire ce succès en particulier, mais j'ai réussi à ramener plus de 6000 visiteurs par jour organiques depuis Google. Et je crois que le site a 18 pages, quelque chose comme ça. Alors c'est que du programmatique SEO, hein. C'est juste une landing page avec 18 variantes grâce au programmatique SEO, pas plus. Mais ça a marché très très bien. Tu vois, à côté de ça, j'ai répliqué la même technique et j'ai eu des gros échecs. Donc ça dépend vraiment. On expliquera sans doute plus, mais pour moi, il y a plusieurs cas différents et ça peut très bien réussir ou ça peut complètement échouer. Pour moi, j'avais fait la stratégie de la quantité. J'avais un SaaS qui Mhm. s'occupait de générer des milliers de pages en programmatique SEO, genre en 5 minutes, des milliers de pages en 5 minutes. Et effectivement, au début, ça a bien marché, ça commençait à monter, donc je commençais à récupérer du trafic sur mon SaaS. Et après, Google, il a fait hop, 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 on t'a repéré, les pages se ressemblent trop, le contenu est pas assez Ouais. qualitatif, et donc il a peu à peu déranqué mes pages. Et pourtant, pendant 6 mois, parce que ça a pris 6 mois avant qu'il déranque mes pages, j'ai eu de l'espoir. Le trafic montait, 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 et après Google est arrivé, il a fait hop, 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 on t'a repéré, et ça m'a totalement déranqué sur Google. Donc en Ouais, fait, j'ai eu j'étais ça aussi. plus indexé, j'étais plus visible sur Google pour les auditeurs. Donc ouais, tu disais que tu avais un projet qui a eu 6000 visiteurs par jour. Est-ce que tu as eu d'autres projets comme ça sur lesquels tu as réussi vraiment à avoir pas mal de trafic, d'ailleurs qu'on mettra en description avec le problématique SEO? Alors, à ce niveau-là, non. Avec le programme Atticatio, je peux, par exemple, c'est quasiment certain qu'en appliquant ma technique, tu peux avoir au moins, alors ça paraît pas grand-chose, mais c'est toujours ça, parce que ma technique, basiquement, en moins d'une journée, tu peux l'appliquer sur un site web, et tu peux garantir 5 à 10 clics par jour. Alors, ça paraît pas énorme, mais c'est toujours ça. Pour une journée de travail, sur le long terme, ça peut vraiment faire quelque chose. Après, le programmatique SEO, même en tant que tel, ça peut prendre longtemps à démarrer. Et il faut s'en occuper en permanence, en fait. Enfin, pas tous les jours, évidemment, mais grâce aux outils comme la console Google, tu peux suivre les évolutions, tu sais, ton nombre d'impressions, ton nombre de clics. Et ça te permet d'adapter aussi au fur et à mesure, de savoir ce qui marche pas, ce qui marche, et ce que tu peux améliorer, tout en utilisant le programmatique SEO. Voilà, moi, par exemple, j'ai un site sur lequel j'ai appliqué, ça marche pas du tout. J'ai peut-être 5-6 impressions par jour et peut-être un clic. Mais ça, je le savais très bien parce que la niche est très très compétitive et je savais très bien que j'arriverais pas à ranker. Après, sur tous les nouveaux sujets, par exemple type IA, ce genre de choses, de mon point de vue, de mon expérience, c'est beaucoup plus facile à ranker. J'ai des Hmm. projets qui font 400, 500 clics par mois depuis Google grâce au programmatique SEO. Et comme je te dis, j'en ai qui font absolument rien. De mes essais, c'est surtout, faut vraiment se nicher. Et il faut pas hésiter à faire un peu la censure, à essayer de voler du contenu, même si c'est pas forcément en rapport avec ton site. Disons que tu vas ramener un certain trafic qui peut être intéressé, mais qui est pas forcément intéressé de prime abord, en fait. C'est un peu une technique que j'ai trouvée aussi, c'est d'essayer de voler un peu du contenu, enfin des visiteurs, sur des mots-clés qui sont pas forcément 100% liés à ton site, mais sur lesquels tu sais que tu vas ranker plus facilement parce que la concurrence est moins. Ok, ouais, donc ta stratégie, c'est d'essayer de ramasser les miettes, entre guillemets, là où les Ouais. gros compétiteurs sont pas allés, pour aller sur des mots-clés qui sont moins compétitifs, qui ont moins donc de trafic, mais au moins sur lesquels tu vas récupérer du trafic. Parce que le problème, c'est que si tu essaies de te classer sur des mots-clés qui sont trop compétitifs, tu peux faire ce que tu veux, tu n'auras pas de trafic, parce que tu Mm. seras à page 2, page 3. Et donc là, tu arrives Mm. à te classer page 1 et donc à récupérer un peu de trafic, si je comprends bien. Exactement, ouais. C'est une des techniques que j'utilise. Et un autre truc que tu as dit qui était intéressant, c'est qu'en fait, la plupart des marchés sont trop sophistiqués, c'est-à-dire qu'ils sont là depuis trop longtemps et du coup il y a énormément de gens qui se sont déjà bien classés. Et donc en fait, ce qui est intéressant et ce qui est intelligent de faire, c'est d'aller sur des trends, des trucs très récents comme l'IA ou vraiment des sujets un peu d'actualité qui vont te permettre de choper les premières places avant tout le monde, quoi. Je pense que c'est possible de s'infiltrer sur des marchés qui sont déjà existants et sur lesquels il y a déjà des sites qui rankent, mais ça va demander bien plus d'efforts et bien plus de temps. Tu vas devoir éventuellement créer des articles de blog ou payer des blogs déjà bien référencés pour écrire des articles qui te mentionnent.
tu vas devoir faire un travail de backlink, donc de lien externe qui dirige vers ton website, Est-ce que tu peux bien plus expliquer poussé. très rapidement ce que c'est une backlink? Bah, c'est en fait c'est quand un site externe renvoie vers ton propre site web. Donc c'est un backlink, en fait, c'est un lien de retour. Typiquement, ce qui marche bien, par exemple, c'est d'avoir des blogs, de payer éventuellement des articles, de payer pardon, des gens qui ont des blogs pour écrire des articles qui te mentionnent. Pas forcément un article sur ton produit, mais en gros, tu peux acheter des backlinks et payer des entreprises, des blogs, des blogueurs pour qu'ils mentionnent ton site, soit sur leur site, soit dans un article de blog. Plus tu as de backlinks qui sont bien classés, parce que si tu as des backlinks de mauvaise qualité sur des sites qui sont eux-mêmes mal classés par Google, si tu as des backlinks de qualité, Google va comprendre que ton site est potentiellement de qualité lui-même parce que c'est des sites bien référencés qui le référencent. Et comme ça, Google va se dire, OK, ce site, il a des backlinks de qualité, donc il est probablement de qualité, donc je vais le mettre plus en avant dans les pages de recherche. Ouais, ok, parce que en fait, tous les sites ont un score de confiance donné par Google, grosso modo, entre 1 et 100. Hmm. Hmm. Et plus tu as d'autres sites avec un haut score de confiance C'est ça, qui envoient un lien vers ton site, plus tu récupères de leur crédibilité à eux, en fait. c'est ça, exactement. Et c'est pour ça, c'est un gros travail. Et comme je disais, tu peux te référencer sur des marchés qui sont déjà compétitifs, mais il va falloir faire un gros travail, alors côté technical SEO pour avoir un site qui est bien fait, côté programmatique SEO éventuellement, côté SEO en tant que tel au niveau des mots-clés, des textes, etc., mais aussi côté euh, backlink et ce genre de choses. J'ai perdu le mot, mais en gros, il faut que ton site soit compris par Google comme étant de qualité. Donc, il va falloir faire un gros travail, avoir des articles de blog, être référencé ailleurs, éventuellement en parler sur des réseaux sociaux, faire énormément de travail SEO pour être bien référencé. Alors que des nouveaux sujets, typiquement l'IA, si tu arrives à trouver une nouvelle niche dans l'IA, il n'y aura pas de site avec des hauts niveaux de confiance bien classés, ce qui fait que tu peux plus facilement prendre des places dans Google. Ok, ouais, intéressant. Et justement, plutôt des bootstrappers, donc des personnes qui lancent des SaaS tout seuls, des indie hackers, des solopreneurs, plutôt des gars un peu solitaires avec peu de ressources, tu conseillerais plutôt quelle stratégie? Bah, de se baser sur le programmatique SEO, déjà parce que ça coûte pas grand-chose en fait. Tu peux faire en une demi-journée, une journée d'implémentation, tu fais un programmatique SEO de qualité. Donc pour moi, c'est vraiment la base parce que comme je dis, voilà, c'est pas grand-chose en investissement. Et même si ça paye pas, au final, c'est pas grave, tu auras essayé. Après, ce que je conseille aussi, alors on sort un peu du cadre du SEO, mais c'est de poster sur Reddit. Parce que pour moi, Reddit, en fait, Reddit pour moi a son propre SEO et c'est un concurrent à Google. Donc j'exagère un petit peu, mais pour moi, c'est un concurrent à Google. Déjà parce que ça rank très bien sur Google. Des fois, tu poses une question sur Google et dans les premiers résultats, tu auras Reddit. Donc ça, déjà, c'est hyper intéressant de poster sur Reddit. Et en plus, Reddit en tant que tel a une barre de recherche et je suis certain que beaucoup d'utilisateurs recherchent directement sur Reddit comme ils rechercheraient sur Google. Et c'est plus facile, entre guillemets, de ranker sur Reddit parce que si tu arrives à placer, si t'arrives à créer un bon post qui est bien voté, il y a beaucoup de commentaires, il y a des chances pour qu'il soit mis en avant non seulement sur Reddit, mais aussi sur Google. Donc pour quelqu'un qui bootstrap ses propres SaaS, ses propres produits, je conseille, en plus de viser du SEO classique, donc Google, mais aussi Bing et les autres moteurs de recherche, de viser Reddit. Enfin, je trouve ça intéressant comme technique. Ok, parce que ouais, moi c'est pas un truc que je fais forcément, mais j'en ai déjà beaucoup entendu parler. Donc Reddit, c'est une plateforme sur laquelle bah, c'est un peu un forum, quoi. Un forum très très populaire autour des techs, etc. Et donc toi, c'est un truc que vraiment t'as essayé, qui a fonctionné pour tes SaaS, qui t'a apporté de trafic. Est-ce que tu l'as mesuré un peu tout ça? Alors pour l'instant le trafic est pas fou, mais je sais que j'ai déjà fait des ventes simplement grâce à Reddit. En fait le souci avec Reddit c'est que sur la majorité des subreddits la pub est interdite. En fait tu peux pas créer un post en disant voilà j'ai fait ça, allez visiter mon site. Il y a des subreddits qui sont faits exprès pour ça. Par exemple tu as un subreddit Indie Hacker, tu as un subreddit Side Project sur lesquels tu peux poster tes propres projets, mais sur la plupart c'est interdit. Donc faut trouver des manières un peu détournées. Par exemple, j'ai un micro SaaS, Rank on Bing, qui permet de faciliter ton indexation de ton site web sur Bing. Et ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai simplement tapé Rank on Bing sur Reddit et j'ai trouvé tous les sujets où il y a des gens qui demandaient, voilà, comment je fais pour ranker sur Bing, ça marche pas, etc. Et je répondais dans les commentaires, en fait, au post. Je répondais quelque chose de lié à ce post. Je donnais un conseil et en plus, je donnais un lien vers mon micro SaaS. Et je sais que grâce à ça, j'ai fait des ventes. Ok, intéressant. Et est-ce que ces liens que t'as mis sur Reddit, ça marche comme des backlinks ou non? Alors c'est un peu compliqué parce que en théorie non, parce que les liens que tu postes sur Reddit ont un nofollow dans les attributs, donc c'est-à-dire qu'en théorie,
enfin, automatiquement Reddit ajoute l'attribut nofollow sur ton lien. Donc en théorie, les moteurs de recherche ne le suivent pas, donc ne le considèrent pas comme un backlink. Mais en Ok. pratique, il paraît que Google prend quand même ça en considération. Et c'est pour ça que c'est toujours intéressant de partager tes liens sur LinkedIn, sur Twitter ou sur Reddit. Parce qu'a priori, enfin, on n'en est pas sûr, mais a priori, Google prend quand même ça en compte. Ce qui fait que tu peux potentiellement avoir un meilleur ranking si tu postes sur Reddit et que ton post devient un peu viral. Pour l'instant, il y a rien de certain, mais je pense que de toute façon, comme pour le programmatique SEO, vaut mieux essayer et au pire ça marche pas que plutôt que de rien faire. Moi, j'aurais tendance à dire d'expérience parce que j'ai lancé aussi une marketplace, donc Best of Plates Ever, 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 qui avait justement du programmatique SEO, sur laquelle j'ai une cinquantaine de blogs que j'ai créés avec du programmatique SEO en code, comme tu l'as fait. Et ces pages se sont relativement bien rankées au début parce que en fait, j'ai apporté énormément de trafic de contenu organique, donc de LinkedIn, de X, il y a énormément de gens qui sont venus. Et du coup, j'aurais tendance à dire que Google s'est dit, OK, ce site, il vient pas de nulle part quand même, il y a plein de gens qui l'ont visité, qui sont allés dessus, donc il peut lui faire un peu plus confiance. Et effectivement, j'aurais tendance à dire, alors, encore une fois, personne ne peut savoir, mais que ça a beaucoup moins de force qu'avec un follow, un tag follow, parce que du coup, le no follow fait qu'on donne pas de la crédibilité, mais bon, toujours intéressant. Ouais, et puis d'un point de vue de Google, en fait, ça paraît très logique que un post sur Reddit qui devient viral, en fait, mène vers quelque chose qui peut potentiellement marcher sur Google. Ça paraît très logique. Donc le nofollow, je pense qu'il faut le prendre avec des, il faut pas le prendre comme un pur nofollow. Et puis, comme je dis, de toute façon, ça coûte pas grand-chose d'essayer de poster sur Reddit et d'essayer de devenir entre guillemets viral pour avoir un lien qui peut prendre en qualité, plutôt que de rien faire et de toute façon avoir zéro visiteur. Carrément. Moi, j'avais essayé de poster sur Reddit, justement, quand j'ai sorti cette plateforme Bastable Plates, et j'avais fait une erreur. Peut-être que tu vas trouver une solution à ça, c'est que moi, je m'étais fait bannir de tous les endroits dans lesquels j'avais mis un commentaire pour ma plateforme. Mais je pense qu'il faut pas que ce soit trop évident en fait. C'est pour ça que moi je prends le temps à chaque fois que je laisse un commentaire sur un post Reddit, d'abord de donner un conseil. Par exemple, quand quelqu'un dit, je sais pas, sur mon dernier SaaS Stable Push, je cherche par exemple sur Reddit des gens qui ont des problèmes pour garder un niveau d'accessibilité ou de SEO normal sur leur site. Et je leur dis, je lis leur post, je vois quel est leur problème, je leur donne un conseil vraiment spécifique, genre je sais pas, pour ce type de technologie, tu devrais mettre ça en place. Tu peux regarder ce genre d'outil qui peut faire ça automatiquement. Et là, je glisse un lien vers mon site. Parce qu'en fait, en plus de faire de la pub, alors les gens peuvent comprendre que je fais de la pub, mais je donne un conseil qui est pertinent. Et du coup, je pense qu'avec ça, il y a quand même moins de risque de se faire bannir. Ouais, en fait, t'apportes de la valeur en amont. Donc C'est les gens ça. ils se disent ok, c'est cool, il apporte quelque chose à la communauté. Et en plus, je pense que tu gagnes en crédibilité parce que le gars il va voir ton commentaire et faire ah ouais ça marche ce qu'il m'a dit. Donc je vais peut-être suivre le deuxième conseil qu'il m'a donné, qui est d'aller voir la plateforme qui m'a recommandé juste en dessous, quoi. Exactement. Donc intéressant. Moi j'ai fait quelques erreurs, je pense, parce que j'ai lancé une plateforme sur laquelle j'ai fait du programmatique SEO et tout partait bien. Genre les pages se rankaient petit à petit, etc. J'étais trop content. Et puis d'un coup, tralala, boum, tous des ranks. Et bon, moi j'avais pas le temps de m'en occuper parce que j'avais d'autres projets qui étaient plus rémunérateurs et sur lesquels j'avais plus envie de m'investir. Mais selon toi, quelles sont les 5 grosses erreurs que tout le monde fait en programmatique SEO, ou en tout cas qu'on tombe tous dans le panneau et que tu pourrais nous éviter? Alors 5, je sais pas si je vais pouvoir en lister 5, mais 3 ou des 6, peu un importe. peu plus évidentes qui vont venir. Déjà, c'est de faire un contenu de mauvaise qualité. Comme tu l'as dit, créer des milliers de pages pour essayer d'en référencer quelques-unes, c'est bien. Mais le problème, c'est que si tu fais vraiment quasiment que du copier-coller en changeant juste un titre, ou vraiment c'est trop obvious que c'est le même template, et que si tu balances tout d'un coup à Google, je pense qu'effectivement, il y a moyen que Google comprenne que c'est pas un contenu de qualité et que tu as vraiment essayé de forcer le truc et que qui te mettent de côté. Alors, je pense pas qu'ils te bannissent complètement, mais qui te descendent relativement bien dans le classement. Je pense qu'il y a ça. Quoi d'autre au niveau des erreurs? Ne pas faire attention à son technical SEO. Donc, c'est-à-dire que au niveau du HTML en tant que tel, il faut faire attention. Il y a pas mal de trucs à respecter. Par exemple, au niveau de l'accessibilité, qui joue aussi sur le SEO. Les tags alt, tu sais, sur les images pour mettre un texte au cas où l'image s'affiche pas. Aussi, si la personne a une configuration sur son navigateur parce qu'elle a un certain handicap ou ce genre de choses. Toutes ces balises, bien remplir les méta-tags aussi, le titre, la description, mais il y a aussi les Open Graph attributs. Donc par exemple, ce qui correspond à quand tu partages un site, tu as toujours une image par exemple, un titre, une description. Ça, c'est les attributs Open Graph, donc OG, title, objet, description, ce genre de choses.
Ça, il faut aussi essayer de les remplir parce que ça peut jouer en ta faveur. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Éventuellement, ne pas mettre assez de texte sur un site. Mettre trop de texte aussi. Alors, je sais que c'est un peu contradictoire, mais il faut trouver le bon équilibre. Hmm. Voilà, je sais pas trop ce que je pourrais lister. Moi, Peut-être qu'il y a d'autres choses qui viendront. ouais, Ouais, j'en ai dis-moi. une autre, c'est éviter le contenu trop dupliqué. Ça peut être un peu le Hmm. risque avec le Ouais. programmatique SEO, c'est que toutes les pages, si tu ajoutes pas assez de variations entre les différentes pages, Google il va faire bah c'est les mêmes en vrai, et du coup il va dire non non je les rank pas, et du coup les deux vont se déranker, alors que c'est dommage. J'ai une petite technique pour ça. Alors, j'ai pas de confirmation si ça marche ou pas, mais ce que je fais en fait, c'est quand j'ai un contenu, notamment tu sais pour les indie hackers ou même quand tu crées un SaaS ou quoi, on te recommande de le poster sur des plateformes de lancement comme Product Hunt, Unid, mais t'en as plein aussi, des directories en fait de produits en ligne, de SaaS machin. Ce qu'on a l'habitude de faire, c'est simplement de copier-coller la description de ton produit. Mais je me dis si Google il parcourt je sais pas combien de sites et qu'il arrive à repérer que c'est du contenu dupliqué entre tel site et tel site, peut-être qu'il va mal référencer cette page. Donc moi, ce que je fais, c'est que tout simplement, je demande à ChatGPT de réécrire un texte pour garder le sens, mais éviter justement la duplication de contenu. Et Hmm. si le texte paraît trop généré par une IA, je change quelques mots. Mais en gros, en quelques secondes, ça me permet de pas avoir de contenu dupliqué. Alors, est-ce que ça marche à 100%? J'ai pas de confirmation, mais je pense qu'il vaut mieux prendre quelques minutes pour éviter d'avoir un contenu dupliqué que de faire simplement du copier-coller partout en changeant quelques mots et prendre le risque de se faire repérer, quoi. Ouais, totalement intéressant. Une peut-être dernière erreur, oublie, enfin moi je sais que oublier tout simplement d'aller de mettre un sitemap et d'aller indexer les pages. Ça Ouais, peut être un truc bête, mais déjà ça, oublier de faire du suivi, ça c'est une bonne remarque. Déjà mettre son site sur Google Search Console pour suivre les évolutions sur les impressions, les clics, les pourcentages, etc. Enfin, des fois, il y a certaines personnes qui recommandent pas de faire un sitemap si tu as seulement quelques pages. Moi, je dis que comme pour le programmatique SEO, ça coûte rien de le faire, ça prend quelques minutes. Donc, vaut mieux le faire un sitemap que tu soumets directement toi-même à Google ouais, sur la Google Search j'explique Console. juste, sitemap, c'est un fichier dans lequel on a toute la liste des pages de notre site en fait. Enfin dans mon guide dans ma masterclass sur le programmatique SEO, dans le code que je fournis, il y a directement une fonction qui permet de générer le sitemap directement. Ouais. Pour expliquer rapidement, dans ma masterclass, je fournis du code tout prêt à utiliser, à implémenter pour différentes technologies. Donc il y a React, Vue, Angular et Next. J'ai créé un service SEO qui te permet de générer directement des meta tags, ce genre de choses. Mais il y a aussi une fonction de génération de sitemap qui permet en un clic de générer tout ton sitemap XML, ce qui facilite quand même vachement le travail. Et après, tu as juste à le push, enfin le stocker sur ton site web en fait, pour qu'il y ait une URL accessible. Et après, tu le soumets à Google via la Search Console, donc le même outil qui te permet de surveiller tes impressions et tes clics. Et derrière, Google va normalement lire toutes ces pages et éventuellement les ranker ou pas, hein. Ça dépend de la qualité de ton site et ce que tu proposes. Et ouais, ça coûte pas grand-chose de faire un sitemap et c'est important. Ouais. Et ça c'est intéressant, c'est que du coup, là, tu as créé un outil donc, que tu vas pouvoir commercialiser. Du coup, déjà, les gars, allez voir, il est en description, qui est, c'est un mélange entre en fait une formation et aussi des ressources, le code directement qui est fourni, si je comprends bien. Ouais, c'est ça. Je crois qu'il y a 7 vidéos dans lesquelles je fais une implémentation en direct. Donc c'est vraiment une espèce de masterclass où alors j'ai une page, un document Notion avec tout expliqué. J'ai 7 vidéos dans lesquelles je fais une implémentation en direct de ma technique et je fournis un repository GitHub avec tout le code nécessaire pour l'implémentation donc sur les diverses technofronts, comme j'ai dit, React, Vue, Angular et Next. Ce qui fait qu'on a juste, entre guillemets, juste, évidemment c'est un peu simplifié, mais à récupérer le code, à l'ajouter dans son projet, rajouter des mots-clés, des titres, etc. Et derrière, ça va générer automatiquement toutes les pages et le sitemap. Voilà, comme tu dis, c'est un mélange entre une masterclass, un cours et le code est fourni. Et c'est intéressant justement parce que tu as créé un outil qui t'est utile à toi-même, donc que tu vas pouvoir utiliser sur tous tes SaaS. Et en plus, ce qui est cool, c'est que comme tu crées du contenu, tu peux aussi le proposer aux autres personnes, le commercialiser, parce que t'as des gens, enfin, t'as des gens qui sont comme toi qui te suivent, genre c'est d'autres solopreneurs, indie hackers qui vont te suivre, j'imagine, en majorité, et donc ils vont être aussi intéressés par ce produit-là. Donc tu as fait un produit en fait qui a un double intérêt. Donc je trouve que t'as bien investi ton temps sur ce projet-là, donc GG. Merci. La plupart de mes produits, en fait, je les utilise pour moi et c'est pour moi que je les développe, mais je sais que ça peut être utile pour d'autres indie hackers ou développeurs derrière. Ouais, ça c'est la stratégie que je recommande. Peut-être que ça te parle, la stratégie de l'écosystème. Ouais, pour valider la compliance RGPD de ton site.
qui est lié, lui, plutôt à mon dernier SaaS, Stable Push, qui permet de vérifier tout ça, tout, donc le SEO, l'accessibilité, le respect du RGPD, etc. En fait, je tourne autour de la même sphère qui est SEO, qualité du site web, etc. Mon principe Hmm. principal, c'est les indie hackers, mais pas que, tu vois, avec Stable Push, je m'oriente plus vers du B2B, mais c'est toujours autour du même écosystème, SEO, accessibilité, qualité de site web, etc. Donc intéressant, ouais. Donc tu as vraiment conscientisé cette stratégie de viser toujours le même persona, le même client cible, Ouais, pour que si jamais il s'intéresse à un de tes produits, il soit aussi intéressé par les autres. ouais, c'est ça, puis aussi le moment, enfin, si un jour tu comprends que ton produit, en fait, il marche pas, tu connaîtras déjà la cible, donc c'est plus facile de se réorienter vers un autre produit. Parce que finalement, si tu restes autour du même écosystème, la cible reste la même, et tu connais déjà ses problèmes, si tu leur as parlé, ou si tu en fais partie, tu connais déjà effectivement les problèmes. Tu auras potentiellement aussi développé la communauté, enfin des personnes qui te suivront, qui étaient déjà dans cet écosystème, ce qui fait que tu as tout un travail que tu n'auras pas à refaire. Ouais, carrément d'accord. C'est aussi la stratégie que j'utilise. Et justement, ça fait le lien avec une autre question. Tu as déjà lancé à peu près 10 projets, plus ou moins. Hmm. Comment tu fais pour sélectionner les projets que tu vas lancer? Parce que tu dois avoir plein d'idées, j'imagine. Il faut à un Hmm. moment donné en choisir une. C'est quoi ta méthodologie? Ouais, bah c'est assez marrant parce qu'il y a quelques temps sur LinkedIn, j'avais justement partagé, j'avais fait un espèce de logigramme où j'expliquais un peu ma méthodologie. Déjà, je fais une différence entre B2B et B2C parce que c'est avoir des clients, c'est pas c'est pas la même technique pour avoir des clients quand tu fais du B2C ou du B2B. Typiquement, le SEO marche beaucoup plus avec le B2C qu'avec le B2B d'expérience. Et en fait, ce que je fais, déjà quand j'ai une idée, si je si c'est du B2C et que je pense mettre moins de 2 semaines à la développer, je me pose pas d'autres questions, je le fais directement. Alors, s'il y a une étape intermédiaire quand même, c'est la validation du SEO. Si je sens qu'il y a zéro besoin, enfin, il y a zéro demande SEO, Hmm. je lance pas le projet. Mais si je sens qu'il y a au moins une petite demande au niveau du SEO et que que ça va me prendre moins de 2 semaines à développer, je le fais quoi qu'il arrive. Ça, c'est première étape, c'est vraiment est-ce que niveau SEO, est-ce qu'il y a des possibilités? Si, ouais, si je résume, en fait, la validation, pour toi, ça se résume vraiment par ton canal d'acquisition favori qui est le SEO, qui est un peu le truc que tu maîtrises le mieux. Et donc, si tu arrives, tu te dis, OK, ce produit-là, je vais réussir à avoir du bon SEO dessus, je me lance dedans parce que je sais que je vais avoir du trafic et donc Ouais, potentiellement de l'argent. pour le B2C en tout cas, pour le B2C, c'est est-ce que le SEO peut marcher? Oui. Est-ce que je peux le faire en moins de 2 semaines? Oui, bah go. Pour le B2B, comme je dis, c'est un peu différent, donc j'essaie de valider autrement, éventuellement en parlant à ma cible, ce que j'ai fait pour Stable Push, parce que je sais que les gens vont pas forcément chercher sur Google pour trouver ce genre de produit. Next, plutôt, ils vont être recommandés. Quelqu'un va recommander ce produit, ou c'est plus du bouche à oreille, ce genre de choses. Dans ce cas-là, j'ai plus tendance à parler à des utilisateurs potentiels pour valider l'idée plutôt que de valider le SEO. OK. Justement, pour toi, et aux utilisateurs, ça suffit à valider le projet? Dans l'idée, non, dans l'absolu, ça suffit pas, mais j'avoue qu'en général, je vais pas plus loin, mais c'est plutôt une erreur, mais de mon côté, enfin, j'aime pas du tout ce qui est marketing, la recherche, tout ça. Et donc en général, je me lance peut-être un peu trop facilement. C'est pas forcément quelque chose que je recommande vraiment, mais pour moi, de mon point de vue à moi, ça suffit. Mais tu demandes à une personne qui aura vraiment réussi, je pense qu'elle te dira non, ça suffit pas. Ok. Bah écoute, ça serait intéressant parce que là justement, j'ai créé donc la communauté School Heroes et il y a une version gratuite de cette communauté et dans la communauté, tu as une formation gratuite qui permet de trouver, valider une idée, mais surtout de créer une stratégie go-to-market, genre pour attaquer ton marché avec un agent GPT. Genre tu parles à un agent GPT et il te donne tes hypothèses, tes inconnus et il te donne des actions à réaliser en fonction, tu vois, de à quel point ils vont te prendre des ressources en temps, en énergie, en argent et il te sélectionne les actions les plus simples à mettre en place pour vérifier si ton projet va marcher ou non. Et c'est ce qu'on appelle les hypothèses et les inconnus. Et donc, dans cette formation, allez checker les gars si ça vous intéresse, c'est votre choix. J'ai une vidéo où j'explique comment utiliser l'agent GPT avec la personne. Et justement, moi, je suis comme toi, genre je déteste cette partie où tu valides l'idée. Moi, j'aime bien me lancer dans le truc, passer à l'action. Et développer des SaaS, tu vois. Mais justement, avec ce GPT, ça prend 1 heure et donc ça me simplifie pas mal la vie. Je te laisserai aller checker, je t'ajouterai sur le groupe. Ouais, je pense que c'est un besoin ça, parce qu'en tant que développeur, on n'aime pas ça et on a tendance à se lancer trop rapidement. Pour moi, c'est pas un problème si tu peux faire un projet rapidement parce que tu vas apprendre quoi qu'il arrive, même si ça échoue complètement. Par contre, si tu te lances dans un projet qui va prendre 6 mois de développement, il y a un minimum de validation que tu devrais faire. Et typiquement, un agent IA comme ça, je pense que ça peut vachement aider. Bon après déjà pour moi tu dois pas te lancer dans un projet de 6 mois, enfin c'est très très rare à part vraiment des Hmm. startups qui ont fait des levées de fonds, des Ouais, c'est trucs comme clair. ça.
Mais dans l'énergie bootstrap, solopreneur, quand t'es tout seul, tu t'investis pas 6 mois de ton temps dans un Non, projet c'est où clair. t'es pas sûr de choisir de l'argent, c'est catastrophique. Je l'ai fait d'ailleurs. Je l'ai fait sur un projet et je me suis retrouvé à moins 6 000 € sur le compte. Ça fait froid dans le dos. C'est une erreur parfois nécessaire, hein, parce que tu vois, tu l'as fait, tu t'en es rendu compte et tu le fais plus après. C'est bien si tu arrives à suivre les conseils, mais des fois tu fais les erreurs quoi qu'il arrive. On a beau te dire fais pas ça, tu vas quand même le faire parce que t'es persuadé que ça va marcher. Des fois ça peut marcher d'ailleurs, on ne sait jamais, hein. Tu peux avoir une idée de ouf et passer 6 mois dessus et ça marche, mais ça arrive une fois sur 1000 quoi. Donc il vaut mieux ne pas le faire, mais parfois il faut mieux faire ses propres erreurs et le réaliser et apprendre de ses erreurs quoi. Ouais, je suis d'accord. Des fois, t'as besoin d'un peu un choc émotionnel que tu vas Ouais, bien c'est retenir ça. dans Ouais. ton cerveau pour plus le refaire l'erreur. Et ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, moi, j'ai lancé donc Make It Viral, un SaaS qui m'a pris 6 mois à lancer, où j'avais levé 2 500 € en 24 heures. J'ai une vidéo sur ma chaîne où j'en parle. Et ça a totalement floppé. Genre, le projet s'est planté. Et j'avais Romain, un ami en moi, entrepreneur, qui fait aussi des vidéos sur YouTube, qui a lancé à peu près le même projet au même moment, avec tu vois le même truc où il a développé pendant 6 mois sans savoir si ça allait marcher. Et lui, ça a marché. Et il a fait un SaaS qui fait plus de 20 000 € par mois. Donc bah, la plupart du temps, ça marche pas, mais il peut arriver que des fois, effectivement, un petit coup de C'est chance, ça, exactement. ça passe bien. Bon, petite question bonus, je la pose à tous mes invités parce que je la trouve vraiment intéressante et elle va motiver un petit peu les gens. Si là, tu vois, je te demandais de me donner 50 000 €, genre, je te braque avec un pistolet, je te dis, bon, maintenant tu me donnes 50 000 €, sinon je prends tes comptes, tes réseaux sociaux et tu pourras plus jamais poster de contenu de toute ta vie. Même si tu recrées un compte et tout, t'as pas le droit. Genre, je t'ai hacké ton cerveau, tu vois. Ou sinon, enfin, voilà, donc faut que tu me donnes les 50 000 € pour continuer à publier du contenu. Ou sinon, tu gardes tes 50 000 €. Mais dans ce cas-là, bah, tu publies plus jamais de contenu de toute ta vie. Je pense que je te donne les 50 000 €, mais je continue à publier. Ouais, ouais, c'est trop important. C'est pas forcément pour développer une communauté ou quoi que ce soit, mais c'est que en fait, je vois pas ça comme une contrainte pour moi, publier sur les réseaux sociaux, surtout LinkedIn, parce que j'adore écrire, et c'est des posts un peu plus longs que sur Twitter, par exemple. Et je vois Hmm. pas du tout ça comme une contrainte. Et je t'avoue, je pense que j'aurais du mal à m'en passer, en fait, de pas Ok. communiquer. En fait, toi, même c'est un plaisir finalement de parler, de communiquer sur tes Ouais, projets. si je peux faire une petite parenthèse, une des choses qui fait que je m'y connais en SEO aussi, c'est que pendant à peu près 9 mois, à un moment, j'ai fait une pause dans le développement et je me suis orienté vers la rédaction tech en fait. Et Hmm. j'ai écrit plus de 150 articles SEO friendly sur la tech pour divers clients, ce qui fait que j'ai vachement pris en compétence niveau SEO. J'aimais beaucoup écrire avant et ça m'a encore plus donné le goût d'écrire des articles, ce genre de choses. Et ce qui fait que pour moi, communiquer sur LinkedIn ou Twitter ou écrire des emails ou quoi, tant que c'est pas des emails marketing, c'est pas une corvée pour moi. Ok, intéressant. Et tu vois, moi, je suis moins fan de parler sur les réseaux, etc. Et d'ailleurs, j'ai quelqu'un qui m'aide à gérer mes réseaux. Mais j'ai eu le même truc où pendant genre 9 mois à peu près la même période, j'ai lancé une agence marketing, moi, de mon côté. Et du coup, Ok, naturellement, je me suis beaucoup plus tourné sur le côté j'ai gardé ma main feature, ce qui est le développer des SaaS. Mais je me suis beaucoup intéressé au marketing et j'adore faire ce côté marketing, etc. Et pareil, tu vois, j'ai eu une virgule, en fait, où j'ai lancé une agence marketing et finalement, ouais. ça m'a suivi parce que c'est un truc que j'aime bien, quoi. Bah c'est cool, t'as pu développer d'autres compétences comme ça. Et c'est ce qui a donné finalement un peu la direction de ma chaîne, développement plus marketing, les deux sujets qui m'intéressent le plus. Et toi, tu as développement plus SEO finalement. Ouais, exactement. Petite question que je trouve intéressante, et en plus, tu en as déjà un peu parlé. Toi, est-ce que tu es plutôt scalé horizontalement, et je vais expliquer après ce que ça veut dire, scalé horizontalement ou scalé verticalement? Est-ce que tu es plutôt dans une philosophie de je lance plein de micro SaaS et je sais qu'il y en a qui vont faire de l'argent quoi qu'il arrive? C'est un peu cette philosophie du programmatique SEO, j'en fais plein, 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 j'investis pas beaucoup de temps dessus et je me dis qu'il y en a qui vont marcher. Ou est-ce que tu en fais moins et ton but c'est de vraiment scaler un SaaS en particulier? Bah ouais, je pense qu'on en a déjà parlé. Moi, c'est vraiment de créer plein de projets différents. En fait, c'est pas tant pour essayer d'en faire réussir un. En fait, c'est plutôt tous autour du même écosystème et dans le but qui se promeuvent l'un l'autre. Donc, tu vois, par exemple, j'ai créé des tools gratuits dans le but de rediriger des utilisateurs, on va dire plus ou moins organiquement, vers eux mes plus gros SaaS ou mes plus gros projets qui peuvent générer de l'argent. Donc en fait, je crée plein de produits différents, mais le but c'est surtout de ramener des gens dans l'écosystème entier qui naviguent d'un site vers l'autre. Et ça marche plus ou moins. Pour l'instant, c'est pas un niveau extraordinaire, mais ça marche plus ou moins, tu sais, parce que quand tu ramènes une personne sur un tool gratuit,
Typiquement, un GPR Validator, mon validateur de respect du RGPD, il y a eu pas mal de traction assez rapidement parce que c'est un tool gratuit que tu utilises facilement. Et derrière, il y a, alors c'est pas encore énorme, mais il y a environ 6% des utilisateurs qui sont redirigés vers Stable Push et qui sont Hmm. potentiellement intéressés parce que c'est la même cible. Donc en fait, je crée plein de petits projets, mais pour moi, c'est surtout dans l'idée de les rediriger vers un nombre limité de projets qui, eux, peuvent plutôt marcher en fait. T'as des projets, si je résume, qui sont des sources d'acquisition de trafic, qui sont plutôt là pour attirer des gens dans ton écosystème, et t'en as d'autres qui vont plutôt être là pour vendre, pour faire du bénéfice. Ouais, exactement, c'est ça. Ok, intéressant. Bon, franchement, j'ai la même stratégie, donc c'est vraiment cool. Je vous invite les gars à mettre en place ces stratégies de l'écosystème, c'est-à-dire vraiment essayer de trouver une niche persona que vous allez cibler, créer du contenu autour de ce persona, créer des produits pour ce persona et aussi lancer vos propres SaaS parce que c'est quelque chose de vraiment excitant. Et toi, tu vis maintenant la vie de créateur de SaaS, t'as vécu celle plutôt de freelance, etc. Quelle vie tu préfères et qu'est-ce que tu dirais aux gens justement pour les motiver un petit peu à essayer de lancer des SaaS de leur côté? Bah, je préfère ce que je vis maintenant, même si je fais beaucoup moins d'argent que quand j'étais full-time freelance. Tu vois, développeur mobile avec 10 ans d'expérience, j'avais un TGM qui était à plus de 600. Donc, je gagnais pas mal, quoi, beaucoup plus que ce que je gagne là. Mais comme on disait au début de la conversation, j'ai gagné vachement en liberté. Je suis 100% responsable de ce que je fais, des réussites, des échecs, et j'ai pas de compte à rendre en fait, donc je suis 100% libre. Donc je préfère largement avoir un revenu inférieur qui grossit, hein, donc ça c'est sur une pente ascendante, donc c'est bien, plutôt que de pas avoir un revenu conséquent, mais de devoir travailler pour d'autres personnes. Pour répondre à ta deuxième question, je pense que chaque personne, chaque développeur devrait au moins songer à créer son propre produit. Commencer en tout cas à bidouiller de son côté, essayer de créer des mini-trucs, parce que on le voit tous, hein, le marché se tend. Que ce soit au niveau des freelances ou des salariés, c'est plus compliqué de trouver des missions ou des emplois, notamment pour les juniors, parce que pour plein de raisons, hein, il y a des outils no-code et les nouveaux frameworks ou les évolutions des frameworks permettent de coder plus rapidement. L'IA va pas tarder à arriver plus massivement dans les entreprises, je pense, et sinon, peut-être pas forcément supprimer des postes dans un premier temps, mais limiter les embauches, ça c'est sûr. Donc pour les développeurs, je pense que créer ses propres produits, ses micro SaaS, devenir indie hacker, ça va devenir une norme plus qu'une mode. Donc je pense que chacun devrait au moins s'essayer, parce que je suis pas sûr que ce soit fait pour tout le monde, mais au moins essayer de lancer un produit, de voir ce que ça donne, s'il y a de l'attraction, si on aime ça. Parce que c'est quand même pas mal de, pas forcément de stress, mais c'est quand même pas mal de pression de commercialiser ton propre produit, de trouver une stratégie pour le rentabiliser. Donc je pense qu'on devrait tous au moins essayer un petit peu, voir ce que ça donne. Mais je pense que pour beaucoup de développeurs, il y a moyen de tirer un revenu de ça, parce que le marché est tellement grand que finalement grignoter une petite part sur des produits déjà existants, c'est possible, quoi. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour ce speech motivational. Les gars, si vous voulez avoir une petite formation gratuite pour tester, valider, c'est totalement gratuit. Vous pouvez juste aller en description pour tester, valider, trouver une idée de ça, se lancer une stratégie vraiment, faire un truc carré pour se dire, ok, je vais générer des premiers sous. Je te dis pas que tu vas générer 10 000 euros, ok, mais générer des premiers sous avec un SaaS, bah, va checker en description. Si vous voulez retrouver Alexandre et sa formation programmatique SEO, c'est pareil, ça se trouve en description. Il y aura aussi tous ces réseaux, ces différents projets. Je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à aller voir ce qu'il fait sur LinkedIn, sur X. C'est hyper intéressant. Il partage, je crois, quasiment tous les jours, si je dis pas de conneries. Ouais, tous les jours. Ouais, partage tous les jours du contenu. Donc, si vous vous lancez un petit peu dans le indie hacking, etc., et que les sujets dont il vous a parlé vous intéressent, bah, allez jeter un coup d'œil. Et puis voilà, c'était hyper cool. Merci Alexandre Ouais, merci à toi. d'avoir été présent. On a parlé de plein de sujets hyper intéressants. Est-ce que toi, tu aurais un dernier endroit sur lequel tu voudrais rediriger pardon, les gens ou un dernier message? Non, bah comme tu l'as dit, hein, sur mon LinkedIn, il y a tout ce qu'il faut, mes derniers projets, tous les posts que je fais, donc c'est le meilleur endroit pour me suivre, je pense. Et voilà quoi, non, c'est tout. Et puis surtout, enfin, si s'il y a des gens qui veulent me parler, n'hésitez pas à MP. J'essaie de répondre à tout le monde, sauf quand j'oublie, mais en général, je réponds. Même pour avoir des conseils sur le programmatique SEO, ce genre de choses, il y a aucun souci, je réponds, je suis ouvert à tout le monde. Let's go. Bah, merci à toi. Merci de regarder les gars. On se dit à très vite.